Bienvenue sur ce podcast. Je suis Audrey, ton hôte, maman et femme césarisée et fondatrice de la start-up Wounded Women, le partenaire clé des femmes et de leurs cicatrices, dont la toute première lingerie innovante dédiée aux cicatrices du ventre. Dans ce podcast, nous parlerons donc de cicatrices, de femmes et de parcours inspirants et bien sûr de résilience. Je reçois aussi des experts et des professionnels de santé qui viennent nous partager leurs expériences et leurs conseils. Alors si tu as une cicatrice, qu'elle soit visible ou invisible, que le quotidien n'est pas évident tous les jours, que tu cherches des conseils, des réponses, alors tu es au bon endroit. Si tu veux rencontrer d'autres femmes dans des événements extraordinaires, qui ont la même cicatrice que toi, que tu veux du fun, que tu veux avancer, alors retrouve-nous aussi sur Wounded Women officiel, sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et sur notre site internet bien évidemment. Tu pourras aussi retrouver la lingerie www.woundedwomen.fr. Bonne écoute. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'accueillir Dora, qui est psychologue, qui est aussi RH en psychologie du travail et la présidente et cofondatrice de ProAdapt, qui est une société à mission et engagée qui accompagne chaque personne en situation de handicap avec un parcours sur mesure à retrouver de la mobilité et des activités physiques adaptées et un merveilleux rapport au corps. Je suis heureuse de recevoir Dora parce qu'elle vient nous parler de cicatrices invisibles, de handicap invisible et de comment de tout ce parcours elle en a fait une force et bien sûr donc de sa résilience. Je vous invite à découvrir ce magnifique épisode plein de lumière, de parcours de femmes vraiment exceptionnel, comme toutes ici, mais à chacun en sa singularité. Et puis bien sûr, c'est aussi une grande pensée à toutes les personnes en situation de handicap puisque s'achève la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Il était donc important aussi de parler de ce sujet ici. Alors je remercie Dora et je vous invite à écouter ce bel épisode et à bien sûr suivre les activités de ProAdapt. Très bel épisode à vous et à très vite. Bienvenue Dora sur le podcast Wounded Women, la voix des femmes résilientes. Merci, bonjour. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire d'où tu viens, comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie? Alors je m'appelle Dora, j'ai 30 ans. On me décrit souvent comme, quelqu'un de rayonnante. J'aime le soleil et la positivité, mais je vis pas dans le monde des bisounours et on va en parler. Et côté professionnel, j'ai plusieurs, activités professionnelles. Donc je suis ce qu'on appelle une slasheuse. Je suis psychologue, RH, présidente de ProAdapt et puis j'interviens dans différentes autres missions à côté. Yes. Est-ce que tu peux, juste nous dire, d'où tu viens? Oh, bah, d'un peu partout. Je suis née à l'île de la Réunion et puis après j'ai pas mal bougé en France et actuellement je vis en Touraine et je travaille sur Paris. Donc tu vois, je continue à sillonner la France et mon D'accord. mari est basque, donc voilà. OK. Non, mais c'est toujours sympa de savoir, un peu, quand on écoute un podcast, d'où viennent les personnes, donc C'est vrai. génial. Alors, comme il n'y a pas de cicatrice sans super-héroïne, tu sais, c'est le slogan de Wounded Women. De quelle cicatrice tu veux nous parler aujourd'hui? Alors c'est une cicatrice un peu particulière, puisque c'est une cicatrice qui ne se voit pas et pourtant, beaucoup de personnes sont concernées par ce type de cicatrice aussi. Donc je suis porteuse de 2 maladies, invisibles, enfin des handicaps invisibles et donc c'est de ça que j'ai envie de parler ensemble aujourd'hui et de donner la parole via mon témoignage, à toutes ces personnes qui souffrent aussi de handicap invisible. Ah génial. Bah, écoute, je t'en remercie beaucoup parce qu'effectivement, comme ça se voit pas et c'est quelque chose, qui je pense est assez méconnu et vraiment je te remercie vraiment d'avoir proposé de prendre la parole et moi je suis super, vraiment je suis super heureuse de te recevoir. Vas-y, bah, alors je te laisse commencer par, l'handicap que tu veux aborder en premier. Voilà, je te laisse la parole. Ouais, ça marche. En fait, moi j'ai 2 maladies, donc j'en ai une qui est apparue à l'âge de mes 7 ans. Donc j'ai eu tout le début de mon enfance, normale comme un enfant qui grandit, sans maladie, sans handicap et à l'âge de mes 7 ans, j'ai eu des douleurs, très aiguës
dans la clavicule, dans le haut du dos, et après des galères, parce que c'est vraiment une galère à diagnostiquer certaines maladies, eh bien, on m'a fait une biopsie et j'ai été diagnostiquée avec le syndrome de SAPHO. C'était à l'époque une maladie qui était pas connue, rare, avec quelques cas en France et le médecin, je me rappelle quand il m'a annoncé cette maladie, il m'a dit: «Bah, écoute, on ne sait pas ce que tu vas devenir, tu auras probablement la vie foutue. Franchement, attends-toi à ce que la vie soit 7 ans, catastrophique». à 7 ans, il Il t'a était dit pas ça? hein? À 7 ans, il t'a dit ça? Oui, tout à fait, à mes 7 ans. Alors c'est l'âge, de raison, tu vois? C'est l'âge où tu commences à apprendre à bah, tu apprends à lire, tu as des amis, tu commences à avoir plein d'idées en tête. Moi, à l'époque, je voulais être boulangère pour te dire. Je me rappelle très bien et du coup, enfin, quand on est rentré à la maison, je me rappelle d'un de mes premiers souvenirs, c'est de me dire: «Oh, mais alors du coup, je vais pas pouvoir être boulangère parce qu'il m'a dit que je pourrais peut-être plus me servir de mon bras». Donc tu sais, je pouvais pas malaxer la pâte. Enfin, tous mes projets s'effondraient comme petite Petite gamine que mère, j'étais. oh là là. Voilà, et donc enfin, ce médecin avait été très particulier. Je me rappelle même, alors je sais pas avec le recul si c'est de l'humour noir ou si c'était vrai, il m'avait même dit: «Peut-être qu'on devra te couper le bras» puisque, SAPHO se concentre sur la clavicule droite et j'étais droitière à cette époque-là. Donc voilà, c'était, une maladie un peu bizarroïde qui me tombait sur le coin de la tronche, un tsunami quoi, dans la vie. J'ai eu la chance d'être bien entourée avec des parents bienveillants, avec des parents qui voient le positif et qui savent, écouter, enfin savoir, prendre le temps quand ça va pas, mais aussi, qui poussent à aller de l'avant et puis, j'avais une petite sœur aussi qui fait que, bah, au quotidien, plus petite, elle se rendait pas forcément compte de ma maladie, de mon handicap. Donc, bah, des fois, elle était un peu maladroite, mais, ça m'obligeait à jouer, ça m'obligeait à aller de l'avant, à créer un cercle familial et amical, autour de moi. Donc voilà, ça, c'est une première maladie qui est arrivée à mes 7 ans et à mon adolescence. Ouais, juste pour, que tu nous expliques un petit peu déjà, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'écrit? Pour que les personnes qui t'écoutent, Ah oui. puissent chercher éventuellement, si ça voilà, ça leur dit Alors, un conseil, ne regardez pas sur internet, même moi je le fais pas, parce qu'il y a des troubles et des images qui sont pas très sympathiques. ah Ça d'accord, s'écrit SAPHO, donc c'est le d'accord. syndrome de SAPHO et concrètement, c'est vrai qu'on peut détailler un petit peu plus Oui, concrètement. C'est une maladie où, alors j'image ça généralement comme, un gruyère. Tu vois, le gruyère, il y a des petits trous, la petite souris, elle rentre et puis elle continue de grignoter et ben mon os, c'est ça. Et en fait, les trous deviennent pleins et les pleins deviennent trous. Donc concrètement, mon os change de forme quasi quotidiennement. Des fois, il peut être très volumineux, des fois, très creux, des fois avec, des bosses. En fait, c'est un peu, la marée humaine, tu sais? Le changement des marées. Donc forcément, c'est très, très douloureux. Ça fait, des crises chroniques. Enfin, moi, j'appelle ça des crises, mais, dans le jargon médical, on dit oui. des poussées douloureuses, avec différents types de douleurs et c'est ça que les médecins ne comprenaient pas trop au début. C'est que des fois, j'ai comme des aiguilles dans les os, des fois, c'est, une douleur, constante, des fois, c'est une douleur qui me casse la tronche d'un coup et ça me fait m'asseoir. Enfin voilà, il y a différents types de douleurs et avec ça, bah, il y a des contractures musculaires puisque du coup, tu contractes une partie de ton corps. Il y a aussi, une fatigue chronique puisque c'est une maladie auto-immune, donc tes cellules se mangent et consomment de l'énergie alors que même si tu veux te reposer, bah, c'est foutu, tu es fatigué quand même. Et puis surtout, il y a, des apparitions, dermatologiques, plus ou moins importantes qui vont avec cette maladie-là. Alors on sait pas, moi j'ai pas compris le lien entre la maladie, rhumatismale, auto-immune et le derme, enfin la peau. Ça, j'ai pas encore compris. Mais quand j'étais petite, j'avais, des manifestations, d'eczéma dans la tête, dans les oreilles et il y a beaucoup de personnes qui ont le SAPHO qui souffrent de pustules sur les mains et Ah oui. sur les pieds. Alors ça, bon, moi j'ai la «chance» entre guillemets de pas avoir ça, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup d'eczéma et encore aujourd'hui, tu vois, je suis sujette typiquement, je voudrais un tatouage. Ça fait partie des projets que j'ai bon, beh, voilà, je peux pas faire parce que j'ai trop de risques, par rapport à cette maladie-là. Bonne réaction, d'accord. Ouais. Bah, merci d'en parler parce qu'effectivement, moi, c'est un syndrome dont j'ai jamais entendu parler, et même si bon, ne regardez pas sur internet, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais tu vois, peut-être qu'il y a des parents qui vont nous écouter, qui vont se dire: «Tiens, ça ressemble aux douleurs de mon enfant». Enfin, tu vois? Ouais. Ils peuvent aussi, ça peut leur permettre de réfléchir, se poser des questions. Et justement, l'autre question que je voulais te poser, c'était comment si petite, tu as géré la douleur?
Parce que justement, comme tu dis, c'est des crises, c'est des poussées. Tu restes comme un petit enfant. En plus, comment tu gères en plus l'activité physique à l'école? Est-ce qu'il y a eu des stigmatisations? Voilà. Comment tu as géré tout ça? Ouais. Alors, j'ai des souvenirs vagues. Je pense que mon cerveau, et comme tout traumatisme, le cerveau fait le tri un peu dans les informations et on garde pas forcément tout le négatif. J'ai quelques flashs de bouillotte, de médicaments. En fait, on faisait des tests avec les médecins pour savoir un peu comment je pouvais gérer la douleur. Après, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui était ouverte aussi aux nouvelles, enfin aux Oui. systèmes paramédicaux divers et variés. Donc, j'avais testé des médecines chinoises, j'avais testé de, mince, les aiguilles, l'acupuncture, pardon pour tous les acupuncteurs. Enfin, j'ai testé plein de pratiques différentes et ma mère est elle-même magnétiseuse et hypnotiseuse. Ah, Donc, super. D'accord. enfin, les gens y croient ou y croient pas, mais en tout cas, moi, j'ai réussi à gérer beaucoup de crises grâce à ma mère qui me calmait les crises. Alors, elle peut pas les empêcher ni guérir cette pathologie, cette maladie, puisque enfin, c'est immunitaire, hein, enfin, c'est très compliqué. Pour autant, même encore maintenant, quand j'ai une grosse crise, je dis: «Allô maman, Mhm. est-ce que tu peux me faire une petite séance?» Alors, les gens y croient ou y croient pas, hein, voilà, il y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que ça fait partie des méthodes qui me permettent de gérer correctement. Et par rapport à ton autre question, dans la cour de récré, auprès des écoles, enfin dans l'école, les profs et tout ça, mes parents avaient dû l'annoncer à mon professeur des écoles. Je suis encore en contact avec lui d'ailleurs, c'était un prof super. Un maître super, mais sinon j'ai pas souvenir de moi l'avoir dit, en tout cas à cette époque-là, et j'avais été un peu mise de côté sur toutes les activités physiques à l'école, tous les sports. Donc je me rappelle être, un peu comme un piquet à côté du prof de sport pour attendre, quand c'était, du saut en longueur, je le faisais pas. Quand c'était des jeux avec des ballons, même dans la cour de récré, Oui, c'est ça. tu sais, où tu dois taper, avec le ballon les autres pour les éliminer là. Oui, le prisonnier. Balle aux prisonniers, voilà, exactement. Bah, ça, typiquement, je pouvais pas faire parce que, j'avais fait quelques fois et quand on me prend, quand je prenais le ballon, bah, sur, le haut du corps, en fait, ça me déclenchait des crises derrière. Donc, Oui, voilà. C'est ça que je j'ai voulais te appris demander. Oui, j'ai appris au fur et à mesure, en fait, avec la maladie à grandir. Enfin, oui, c'est ça. on on faisait connaissance. Comme un étranger qui parle pas la même langue et tu parles pas sa langue, et bah, petit à petit, voilà, tu fais connaissance avec la maladie et là, c'était pareil. Oui, parce que en fait, attends, j'ai une autre question, mais tu avais des crises, bon, aléatoires comme ça, ton corps déclenchait des crises, des poussées, mais Ouais. justement, en réaction de contact, donc un choc par exemple, ça pouvait te déclencher des crises. Ah, je te confirme que oui, j'ai un souvenir, alors celui-là atroce, où j'avais essayé de faire, de la gym, de la poutre là, tu sais, tu Mmh. marches sur une poutre, machin, et donc il m'avait dit: «Bon, bah, tu vas essayer quand même de faire cette activité-là avec les autres», et ils avaient mis des matelas un peu plus épais en dessous, si jamais je tombais. Donc moi, j'avais peur de me faire mal. Donc quand tu as peur de quelque chose, souvent, bah, ça arrive. Enfin, quand tu es positif, souvent voilà, ça va bien, et quand tu as peur et que tu es très focalisé sur, cette peur, bah, forcément, voilà, je suis tombée, et en fait, je suis tombée sur le côté droit, donc le mauvais côté, et je me rappelle mes 2 crises, mais horribles, à hurler, enfin, et c'est immédiat, hein. Donc oui, on apprend avec la maladie au fur et à mesure. Et c'était que alors, juste pour préciser quand même, c'est une maladie qui tu dis qui touche les os. Toi, c'était la clavicule droite, mais est-ce que ça peut toucher n'importe quelle partie du corps? Ça peut toucher d'autres os, effectivement. J'en connais certains qui ont ça au sternum, aux côtes, enfin voilà, différents os. Mais il me semble, alors, je suis pas spécialiste de cette maladie-là, hein, que ça touche vraiment généralement un os ou un groupe d'os. Enfin, c'est pas tout le corps qui a le SAPHO. D'accord, OK. Bon, bah, déjà, c'est un démarrage, Ouais, voilà, c'était un démarrage particulier. Après, sincèrement, enfin, j'ai eu une super enfance. Tu vois, mes parents, ils étaient famille d'accueil, pour des jeunes placés par l'aide sociale à l'enfance. On a des super souvenirs. On avait une ferme pédagogique, voilà, il y avait plein de choses où j'avais une super enfance. J'ai vécu des moments merveilleux. Simplement, bah, un peu peut-être plus calme, que d'autres enfants. Tu vois, les tirs à la carabine, tous ces trucs-là sur les stands, bah, je sais que je pouvais pas faire parce que je pouvais pas avoir un recul, ouais. les autotamponneuses, les Tu pas trampolines, déjà la enfin sensation où tu es un peu brinque-ballée? Ouais. voilà, tous ces trucs-là, bah, non. Mais bon, c'est pas grave, on peut quand même s'amuser, être heureux quand on a une différence. Donc ouais, j'ai quand même eu une super enfance. Bah, tant mieux, c'est important. Et alors donc du coup, comme ça t'est pas suffisant,
tu as une autre maladie, enfin un autre handicap, c'est ça? Ouais, tout à fait. À mon adolescence, en fait, j'ai eu d'autres types de douleurs D'accord. que je ne connaissais pas et qui vraiment, vraiment me faisaient mal. Et en fait, le médecin, mon rhumatologue de l'époque m'a dit: «Mais en fait, tu souffres d'une spondylarthrite», après des analyses, et il m'a dit: «Probablement qu'elle est pas toute jeune, enfin, tu vois, elle vient pas de se déclencher». Sauf que, en fait, quand on est habitué à la douleur, Ah ouais. moi enfin, j'ai un seuil de douleur, je pense, assez élevé. Ah oui. Et en fait, je m'étais pas plaint. En plus, je suis pas quelqu'un qui me plaint, donc voilà, c'est vrai que je l'ai découvert à l'adolescence, et quand il me l'a dit, j'ai dit: «Oh non, 2, mais alors pas 3, hein, on reste à 2, on dit jamais 203, mais je veux pas de la troisième». Donc je me rappelle, on en avait rigolé avec le rhumatologue. J'ai de la chance, la spondylarthrite est plutôt en sommeil grâce à tout ce que je fais maintenant dans ma vie, donc on en parlera un petit peu plus tard, je pense, dans l'épisode. Mais la spondie est plutôt calmée. Le SAPHO, j'ai réussi à bien maîtriser au fur et à mesure du temps les crises. J'en ai moins. Il y en a, parfois qui sont liées à la fatigue. Par exemple, typiquement, j'ai une soirée entreprise ou j'ai une soirée avec des copains. Si je sais que le lendemain, je dois me lever tôt, et ben, je suis presque sûre que je vais avoir une crise derrière. Parce que moi, j'ai besoin de 9 à 10 heures de sommeil minimum par nuit. Ah oui. Donc dans une vie d'adulte, c'est quand même vachement compliqué, tu vois? Si tu veux boire un verre avec tes collègues ou avec tes copains, tu bosses le lendemain ou que tu as une contrainte le lendemain, Absolument, oui. bah, voilà, donc j'organise ma vie pour avoir le plus de sommeil possible et pour pas que ça me déclenche de crise. L'humidité aussi me déclenche, parfois des crises. Oui, j'imagine tout ce qui est lié de base à des crises rhumatologiques. Rhumatisme, ouais, exactement, ou rhumatologique, je sais pas comment on dit. Ouais, mais effectivement, voilà, mais j'arrive quand même plutôt bien à les maîtriser maintenant. OK et du coup, bon, tu sais pas si l'une est liée à l'autre, parce que la Je dois avoir spondylarthrite un terrain, favorable à ça. J'ai fait les tests d'accord. génétiques parce que je veux avoir, des enfants un jour, et ça me faisait peur. C'est vraiment quelque chose d'ailleurs, qui quand tu as une maladie, qui arrive au cours de l'enfance ou du début de l'âge adulte, Mmh. c'est une vraie questionnement. Pour une femme, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ça. Bah, est-ce que du coup je voudrais avoir un enfant ou pas? Enfin ça regarde chacun, hein. Mais moi, comme vous voulez, je me dis: «Mince, est-ce que j'ai envie de faire subir potentiellement ça à un enfant?» Mmh. Parce que mon père a une polyarthrite. Ma Ah, sœur, il y a quelques années, on a découvert qu'elle avait aussi une polyarthrite, bon, qui est bien prise en charge, et puis, elle en souffre moins maintenant. Mais tu vois, moi j'ai ça, on se dit: «Bah, peut-être qu'il y a un facteur génétique et peut-être ouais. que, l'enfant peut aussi souffrir dans sa vie». Donc je m'étais décidée à faire des tests génétiques, du gène, des maladies comme ça auto-immunes, rhumatismales, et en fait je l'ai pas. Donc Ah, ça veut dire que, on a un terrain, tu vois, qui peut se développer, bah, comme une maladie, autre en fait, ou comme une pathologie autre, physique, cognitive, psychologique, peu importe, tu as un terrain, et il y a un petit facteur déclencheur dans la vie, ou un gros plutôt, qui fait que tu vas déclencher ou pas une maladie. Donc voilà. En tout cas, oser peut-être faire le test, s'il y a des tests génétiques pour les maladies, c'est un voilà, peut-être que, enfin moi du coup ça m'a rassurée. Alors le médecin m'a dit: «C'est pas pour ça que votre enfant n'aura pas de maladie, hein, oui, mais bon, comme tout à chacun, mais comme en tout tout cas tu portes enfant. pas ce poids». Ouais, c'est ça, tout à fait. Non, mais c'est hyper Ouais, important, que tu parles de ça parce qu'on on est quand même dans une période de l'humanité où on a quand même du ouais, mal à avoir des enfants, qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des pathologies, plus ou moins sévères mmh, et c'est vrai que dans ton cas mais même dans d'autres cas, c'est-à-dire à partir du moment où on se rend compte que nous, en tant que parents, on est porteurs de quelque chose, se poser la question: «Est-ce que je prends le risque en ayant des enfants de leur transmettre?» Tu as raison d'en parler, c'est vraiment important. Je pense à des parcours en plus où, bah, ça fonctionne pas, donc en plus tu voilà, tu rentres dans un parcours PMA, alors sachant que tu as peut-être ce risque. Enfin, je veux dire, je trouve qu'en termes de culpabilité, pour la femme, pour le couple, c'est lourd. Heu, ouais, et puis, en tant que femme, on te pose souvent la question, surtout que nous, tu vois, on s'est mariés. Bon, moi, c'est pour quand les enfants, machin. Enfin, il y a une pression sociale énorme, et donc ça sert à rien de se mettre une pression en plus sur la santé du bébé. absolument. En plus, je pense qu'un stress psychologique, c'est carrément pas bon pour la suite de la vie de future maman ou pas. Enfin, tu vois? Donc ouais, c'est compliqué, et je sais que j'ai une amie, qui s'appelle Pamela, qui est elle-même en situation de handicap, suite à un traitement de sa maman, de mémoire, hein. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Ah, quand Heu, elle était enceinte, tu veux dire? ouais,
D'accord. Et du coup, elle a réussi à avoir 2 enfants, mais voilà, c'est un parcours du combattant et c'est plein de questions de, bah, puisque c'est quelque chose de génétique, elle, pour le coup, bah, est-ce que voilà, comment tu peux faire en sorte que tes enfants, n'aient pas la même pathologie? Et je sais qu'il y a certains pays, à l'est de l'Europe qui aident à faire des tests sur carrément les embryons, pour voir s'ils sont porteurs du gène, de la maladie. D'accord, d'accord. Donc il y a des parcours du combattant pour certaines femmes, avec certaines pathologies. Bon là, on s'éloigne un peu, mais c'est intéressant de le dire quand même. Non, 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 mais Ouais, c'est hyper important parce que comme je te dis, on est quand même dans un moment, je te dis, enfin, on n'a jamais autant parlé d'infertilité, tu vois, donc on n'a jamais autant parlé justement euh, aussi tout ce qui peut être transmission, tu vois, les femmes qui font des tests même pour tout ce qui va être cancer, est-ce qu'elles sont porteuses ou pas du gène, qui même prennent des actions, tu vois, sur leur propre corps, de se dire bah, je fais une double mastectomie de prévention. Enfin, on est vraiment aujourd'hui aussi dans une phase où je trouve, euh, pour aussi se soulever de cette culpabilité qui quelque part est pas. C'est que c'est pas la nôtre. Enfin, je veux dire, j'ai envie de dire, si tu es porteur de quelque chose, tu es pour rien. Enfin, tu vois. en Donc, fait, je pense qu'on est humain, tout simplement exactement. Donc, et on n'est pas des robots. exactement. L'humanité, c'est ça, c'est des différences, mais ton podcast le prouve, enfin, on peut transformer, des différences, des difficultés, des douleurs, des cicatrices, en fait, Ouais. en choses, positives, en combat, en transmission positive et ça donne, des nouvelles opportunités et c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Je pense que même un enfant ou un adulte qui a une différence, c'est une nouvelle manière de voir le monde, de voir l'avenir, une nouvelle manière de réaliser sa vie. Donc voilà, effectivement, faut pas porter ce poids-là. Et du coup, est-ce que tu peux justement nous expliquer comment, donc, de ce que tu disais, la spondylarthrite, t'as pas, enfin, c'était tout le corps, hein, la spondylarthrite, c'est ça, hein. Ouais, surtout le dos, mais ouais. Comment, bon, c'était à l'adolescence, donc comment ensuite tu vis avec ça? Est-ce que tu as vécu comme des stigmatisations? Est-ce que tu as eu, justement, parce qu'on va parler de comment tu en as créé une force, mais est-ce que tu as eu justement des rêves brisés, comme tu disais, oh, je ne pourrais pas être boulangère, etc. Enfin, c'est hyper mignon quand on t'imagine petite là, en train de te dire, oh bah non, du coup, c'est fini pour moi. Ah, ça a été dur. Franchement, ça a été dur et après tous les métiers auxquels je pensais, à chaque fois, c'était des métiers manuels et à chaque fois, je me rappelle, les conseillers d'orientation, je sais plus comment on les appelle, ils me disaient: «Mais Dora, je crois que ça va pas aller avec ta santé». Je rêvais aussi, tu vois, d'être joaillière, mais c'est des travails de précision où tu es penchée, tu es concentrée, ou alors travailler à la manufacture de Sèvres. J'étais très, très manuelle, hein, quand j'étais plus jeune et puis j'ai une famille d'artistes, de créateurs, enfin de voilà, de gens avec, qui font des choses de leurs mains. Mon papa, il était, fourreur, enfin, tu vois, couturier et cetera, donc vraiment des choses avec les mains et à chaque fois, bah, on me disait: «Bah, oui, mais là, toi, si tu es en crise» parce qu'une crise, je peux pas bouger mon bras droit, je le mets en écharpe et puis j'attends que ça passe, je fais des choses, mais je prends soin de mon bras et je le bouge pas. Donc j'ai dû développer à 7-8 ans, bah, le fait d'écrire de 2 mains. Bon, ça va, c'est l'âge où tu apprends à écrire, donc voilà, j'ai développé des nouvelles compétences et effectivement, à l'adolescence, je me rappelle très bien de moments où j'avais un peu mal, pas des grosses crises, mais un peu mal parce que grosse crise, j'étais couchée, je faisais attention et tout ça. Mais le petit seuil d'avant là, le un peu mal ou le je sens que je vais bientôt avoir mal parce qu'à force on connaît son corps et je me rappelle d'une soirée où tous mes copains, ma sœur, mon mec de l'époque sont partis en boîte de nuit à pied. Donc c'est le truc quand tu es ado, enfin, voilà, fin de Ouais. l'adolescence, tu as envie d'y aller, de t'amuser avec tout le monde et moi je sentais que j'avais un peu mal et je me suis dit: «Bah, je peux pas faire le trajet aller à pied, profiter de la soirée, danser, picoler avec modération, mais voilà, profiter de la soirée et rentrer à pied, ma santé elle pourra pas tenir» et je me rappelle, enfin être en sanglots, dans ma chambre toute seule parce que je savais que tous mes amis, ma sœur, mon mec de l'époque s'amusaient et j'en ai jamais parlé, tu vois, de ce genre de choses parce que c'est des choses où c'est très difficile. Tu prends la décision, est-ce que tu t'amuses au détriment de ta santé? Et donc du coup, tu sais que tu vas en subir encore plus les conséquences ou est-ce que tu es raisonnable, mais du coup, ça te bride? Et ça, c'était des moments un peu durs. Voilà, j'en ai connu plusieurs, mais c'est des moments encore un peu durs. Donc maintenant, c'est pour ça que j'ai appris à gérer et puis, niveau fatigue, il faut apprendre à gérer, la maladie, mais voilà, ouais, effectivement, il y a des moments pas forcément faciles. Et, et justement, quand tu as commencé à grandir et avoir envie de faire un. Alors,
du coup peut-être moins manuel, de faire vraiment un métier ou enfin, comment, à quel moment tu as commencé à te dire: «OK, je vais utiliser ce handicap pour en faire une force»? Alors on va parler après de ProAdapt justement, mais et enfin, à quel moment tu as senti un peu est-ce qu'il y a eu est-ce que ça a été une maturation, au cours du temps? Ou est-ce que tu as un moment eu un déclic où tu t'es dit: «De toute manière, c'est à ça que voilà, c'est comme ça que je vais le transformer, c'est comme ça que ça va être ma mission de vie, quoi»? Est-ce que ça a été au long cours ou ça a été un déclic? Alors, il y a eu un déclic. En fait, j'étais partie en études d'art appliqué, donc carrément dans le domaine artistique. Ah oui, Je pas mal. portais une pochette format raisin noir, je me rappelle, avec plein de matériel de peinture, de craie, qui était méga lourde. Je dormais à l'internat. Il y avait peut-être 20 ou 30 mètres à faire jusqu'à la salle de classe. J'étais obligée de de la poser une dizaine de fois parce que c'était hyper lourd, parce que voilà, enfin, j'avais plein de choses à faire avec les mains et tout ça. Et bon, mes copains, ma meilleure amie, elle s'en rappellera, mais je dormais par terre dans la réserve pour reposer mon corps. J'avais trouvé en fait sous un placard. Je suis pas très, très grande et pas très, très épaisse, et du coup, je m'étais aménagée avec un espèce de drap, dans une réserve, sous un placard, voilà, un espace repos à moi. Les profs étaient pas au courant, mais j'étais contre mon corps. J'avais pas pris conscience encore de que c'était pas possible pour moi. Bon, après, il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Parce qu'en fait, à l'époque, ces études, c'était à appliquer. On avait comme une filière, par exemple, ES classique, sauf qu'en plus, on en rajoutait, je crois que c'était 17 heures d'art en plus, donc différentes matières artistiques. Et mon corps a craqué. J'ai perdu, je crois, 12 kilos en 2 jours, un truc comme ça, Oh en là là, première, donc oh hospital. là là. Tu sais, ah oui, quand même, enfin, c'est énorme, c'est dingue. C'était énorme, et les médecins n'ont jamais compris. Moi, je pense que c'était une alerte de mon corps, en fait, qui disait, «Dora, t'en fais trop», parce qu'on bossait jusqu'à 2 heures du matin tous les soirs pour les projets artistiques, les cours. Le matin, on réenchaînait. Enfin, voilà, c'était très intense. Et après, je me suis orientée, en filière psychologie. Alors, j'avais des bonnes notes, j'aurais pu aller à Boulle, dans des grandes écoles. Enfin, voilà, j'aurais pu faire des métiers artistiques et aller dans des belles écoles. Et en fait, j'ai senti que c'était pas possible. Et donc du coup, j'ai été en psychologie parce que mes parents étaient famille d'accueil et que c'était quelque chose qui m'intéressait, l'être humain. Et je Mmh. m'étais dit: «Bon, bah, peut-être que je pourrais être créative pour l'être humain différemment». Voilà, Ah, c'est beau. c'était à peu près l'idée, mais j'avais aucune idée de ce qu'était la psycho, vraiment. Et d'ailleurs, je me suis un petit peu ennuyée les premières années en études de psychologie. Donc en parallèle de ma L1 à ma L3, donc licence 1, licence 3, ça me manquait beaucoup trop, le domaine artistique, et j'ai entrepris une formation de maquilleuse professionnelle, alors carrément avec le bras, parce que je me suis dit: «Les personnes qui vont pas bien, les personnes handicapées, les personnes différentes, je veux les aider avec le maquillage. Alors redonner confiance en elles». Et donc du coup, j'ai entrepris une formation à distance en parallèle de ma psycho, et j'ai vécu des moments merveilleux. Donc j'étais considérée, comme étudiante handicapée. J'avais déclaré mon handicap à l'université, et étudiante salariée. Donc j'avais le droit de pas aller à tous les cours, et du coup, c'était beaucoup plus intéressant parce que, voilà, je rencontrais du monde, j'ai maquillé des gens, même une personne aveugle, je me rappelle. Et c'était tellement merveilleux ce moment parce qu'elle, elle voyait pas ce que je lui faisais, et elle Ouais. pourra jamais voir ce que je lui avais fait, les photos et cetera. Et il y avait des gens qui lui décrivaient autour, et en fait, au fur et à mesure où on lui décrivait ce que je lui faisais, hem, son visage se mettait à rayonner de plus en plus. Et en fait, c'était pas forcément le maquillage qui l'avait sublimé un petit peu, mais c'était surtout de lui donner de l'attention, de la Bien toucher sûr. différemment. Enfin voilà, et du coup, c'était des merveilleux moments, mais alors carrément pas adaptés à ma maladie, encore une fois. Ah oui, parce Le qu'en plus c'est long, tu le restes bras sur le le lit bras, longtemps en oh suspens. là là. Ah ouais, mmh. Donc des fois, avec mon bras gauche, je tenais ma main droite. Enfin bon, c'était un sketch, mais j'ai vécu des bons moments. Maintenant, j'ai arrêté le maquillage, hein, ça suffit. Mais c'était des bons moments. Et en fait, pendant, mes études de psychologie, j'ai reçu un mail sur la boîte mail, d'étudiants, de quelqu'un qui cherchait, pour sa fille, polyhandicapée, une auxiliaire de vie. Et moi, j'étais animatrice aussi à côté. Enfin, j'avais plusieurs activités, tu vois? J'étais un peu quand même très, très active comme maintenant. Et je me suis dit: «Tiens, j'ai mon appart, voilà, un petit peu de sous, ça pourra aider ma vie d'étudiante». Et donc du coup, j'ai candidaté, j'ai appelé, et cette personne m'a dit: «Écoute, tu as une superbe voix, viens faire un test demain». Bon, alors là, je me suis dit: «Waouh, quelqu'un qui est incroyable». Et en Mmh. fait, cette rencontre, elle a été magique parce que autant j'avais déclaré mon handicap, au service handicap, de l'université, autant je n'en parlais pas du tout.
à mon entourage, aux gens en Ah oui, général. oui. J'avais un peu honte, j'avais le tiers-temps, mais j'avais honte, tu sais, quand tout le monde sort des études et que toi, C'est enfin, ça, quand je te les posais la question par examens, rapport, au fait que tu te sentais discriminée, c'était justement est-ce que franchement, c'est ce sentiment. La région m'avait offert un ordinateur pour prendre mes notes. J'avais une preneuse de notes quand j'avais des crises. J'avais le tiers-temps, c'est mais quoi que tu appelles une preneuse de notes? et bah, quand tu es en crise, tu as quelqu'un à côté de toi qui prend tes notes. Donc moi, c'était une étudiante, une copine qui est devenue ma meilleure amie depuis. Ah d'accord. Mais voilà, j'avais trouvé qu'elle faisait sympathique sur son visage et je lui avais demandé, «Et est-ce que de temps en temps, tu pourrais me prendre mes notes?» Et donc c'est un dispositif qui existe, en tout cas qui existait, mais je pense que ça existe toujours. Et ils sont rémunérés, alors un petit peu, hein, c'est pas non plus une grosse rémunération, mais pour, prendre les notes et les transmettre, à un enfant ou à un étudiant handicapé. Donc OK. c'était vachement bien, mais tu vois, j'étais Non, à pardon. cô Je voulais juste dire que là, il y a 2 choses intéressantes que tu pourras peut-être redire dans les ressources. Premièrement, vous avez envie d'être aidant, vous savez pas comment faire, bah, voilà, renseignez-vous auprès de la région, c'est ça? Oui, oui, ou les universités et les missions handicap. Exactement, voilà, voilà. Et deuxième chose, si vous avez un handicap, bah, comme Dora, vous avez le droit à des aides. Parce que ça, c'est pareil, je suis pas sûre qu'on le sache toujours. C'est très important de le dire ça. Franchement, il y a des choses, alors après, il faut accepter de déclarer son handicap à l'université Voilà. et tu vois, de ressentir, en tout cas moi en tant que Ouais. petite jeune, c'était pas Mmh. forcément évident ce regard. Tu sais, quand tu as un amphi, où il y Bah a oui. 200-300 personnes, à l'époque, il y avait pas beaucoup d'ordinateurs. Maintenant, easy, hein, avec tous les ordinateurs qu'il y a, Ouais. mais voilà, ou alors que tu vois tout le monde sortir des salles d'examen et que toi tu te dis: «Est-ce que je fais le choix d'avoir moins écrit, donc potentiellement d'avoir une mauvaise note, mais de sortir comme tout le monde?» Mmh. Pour pas être, avoir ce regard? Ou est-ce que je reste en classe? Et du coup, je me rappelle les premières fois où j'ai utilisé mon tiers-temps, tu sais, tu as une espèce de pression qui monte là, qui est un stress en fait, de voir tout le monde qui se retourne, ils disent, «C'est terminé, mais Dora Blazer peut rester, dans la classe». Enfin, c'est compliqué à gérer, tu vois? Ce type de choix, je les ai faits, hein, et je regrette pas du tout d'avoir utilisé tout ça, mais voilà, c'est des choses assez compliquées. Mmh. Ouais, c'est le enfin, moi, j'ai eu 2 amies, quand j'étais à Sciences Po qui avaient le tiers-temps, Ouais. pour 2 handicaps différents et si tu veux, bon, on est en études supérieures, donc la question, elle se pose même pas. Enfin, limite, tu es même content de te dire: «Ils ont un tiers-temps, heureusement», tu vois? Mais peut-être que dans des classes plus petites, plus jeunes, c'était peut-être moins compris et je trouve que c'est dur ce paradoxe entre, bah, j'en ai besoin et merci que ça existe, et en même temps d'accepter de te dire, comme tu disais, ça veut dire qu'il faut que je déclare le handicap, ça veut dire qu'il faut que j'accepte de montrer, bah, ma maladie, à l'extérieur. Pour autant, j'ai besoin de ce tire-temps et en même temps, c'est pas évident du coup d'accepter, bah, aussi, de mon état parce que, tu vois, je fais le parallèle avec, par exemple, là, les traumatismes liés à la césarienne, par exemple, bah, tu vois, des fois, tu peux avoir l'impression que tu t'es construite et que tu as avancé, mais en fait, tu as jamais accepté vraiment ce nouveau corps, ces nouvelles choses que tu peux moins bien faire et finalement, ce que je trouve enfin, beau et difficile aussi dans ton parcours, c'est qu'en fait, très jeune, tu as été obligée de passer par ça. Tu as été C'est des obligée tiraillements, hein. Ouais, c'est des ouais, vrais tiraillements. ouais, Mmh. c'est ça et Après moi, j'ai des parents qui m'avaient, pris des séances avec une psychologue régulière et ah cetera. d'accord, Enfin, ouais, tu vois, j'avais un accompagnement, j'ai eu la chance, enfin, sincèrement, c'est une chance, ouais. d'être accompagnée et j'avais des gens à qui parler, pas forcément mes parents ou ma famille, mais des gens un peu neutres à qui je Oui, pouvais en parler. d'accord Et c'est des et professionnels et c'est ce que j'avais prévu, de te dire, mais je vais développer un peu plus à ah la fin, pardon? mais effectivement, avoir des gens autour de soi, c'est important, je pense. Non, mais Certains justement, professionnels, ouais. dans ton parcours, donc là, tu étais en train de nous parler, je pense, du déclic, là, du début Oui. du déclic. Mais juste justement, dans tout ce parcours, donc où tu disais quand même que tu avais eu, donc avec le magnétisme de ta maman, moi j'y crois, hein, donc et je sais que beaucoup de femmes qui écoutent le podcast aussi, donc t'inquiète pas. Ça, j'y crois fort pour l'avoir vu et sur moi et sur d'autres, donc j'y crois à 100. Mais voilà, donc tu avais, je dirais un soulagement physique. Mmh. Tu avais donc tous ces, je dirais cette mise en place des tiers-temps, la déclaration d'handicap et cetera pour quand même t'aider au quotidien et justement, c'était une de mes questions, c'était si donc tu avais aussi une aide psychologique. Tu l'as eu assez jeune, dès qu'on t'a déclaré la maladie? Oui, parce que ma mère était persuadée et est persuadée encore maintenant que cette maladie fait suite au divorce de mes parents. Ah, Alors moi, je m'en rappelle pas comme ça, d'accord. et j'ai pas de traumatisme particulier maintenant en lien avec ça. Et d'ailleurs, on fait Noël ensemble, on fait nos anniversaires ensemble. J'ai une chance inouïe d'avoir une famille
certes divorcés, mais très unis. Donc c'est vraiment une véritable chance. Mais du coup, elle a tout de suite mis en place pour ma sœur et moi des séances de psychologie. Et en plus, on était famille d'accueil non traditionnelle. Ils plaçaient, enfin l'aide sociale à l'enfance, plaçait les jeunes ados chez nous, enfin chez ma mère et mon ex-beau-père du coup, à la place de la prison. Donc on avait quand même autour de nous des, des choses, des climats. Alors franchement, ça a été des moments merveilleux avec ces jeunes déscolarisés, ces jeunes abandonnés de la société. Franchement, mais j'ai plein de grands frères de cœur et de grandes sœurs de cœur, du coup, parce qu'on leur a donné leur chance et on les a inclus différemment dans la société. Donc, c'est des très bons moments. Mais n'empêche que ma mère était très attentive à notre bien-être et notre santé physique et psychologique. Ah oui, donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que votre maman, elle veillait sur votre équilibre à vous et qu'il y ait la Ouais, maladie ou pas, de toute façon, tu avais cette aide pour aller découvrir exactement. des choses, pour pouvoir avoir. Tout coïncide au niveau des dates, tu vois, c'était à peu près le même début, la même période, parce que c'est à cette époque-là qu'ils ont ouvert le centre d'accueil. Mais pour autant, c'était pas que lié à ma maladie. Ma sœur aussi avait un suivi, D'accord. enfin, les jeunes aussi, tout le monde, et Ah ma oui, mère aussi. Enfin, ça. voilà, c'était une démarche globale pour qu'on prenne soin de nous tous. Et c'est vrai que bon, tu es devenue psychologue, on va en parler Ouais, juste après, mais je digresse un peu, mais je pense que c'est hyper important de parler de ça, surtout qu'il y a un reportage terrible qui est sorti il y a peu de temps sur les familles d'accueil. d'accord. Très bien que tu puisses parler de ça là aujourd'hui, si tu es d'accord, juste quelques Ah minutes. bah, bien sûr, ma belle-mère, donc la famille de mon mari actuel, ils sont famille d'accueil encore aujourd'hui. Ma mère a arrêté depuis, mais oui, je suis encore Voilà. Et du avec coup, plaisir. est-ce qu'on peut en parler juste 2 minutes? Donc déjà, moi je trouve ta mère hyper, je vais dire en anglais wise, hyper, bah, wise, d'avoir dit: «Bah, on est famille d'accueil, mais par contre, je veux quand même veiller à ce que mes filles, bah, elles puissent déposer des choses si jamais ça voilà, ça leur les perturbe et cetera». Moi, je trouve ça super, enfin tout le monde, ou ne peut pas le faire ou ne le fait pas. Et toi, du fait que bon déjà être famille d'accueil, c'est pas forcément simple, mais du fait en plus que tu avais, ta maladie, alors je sais pas si tu dis maladie ou handicap, mais en tout cas, enfin, que tu avais ça, ces crises, peut-être des moments où tu étais moins disponible aussi en termes d'énergie. Mmh. Comment ça se passait en fait concrètement, ces accueils, et comment tu l'as vécu enfant, quoi? Alors, j'étais, donc au moment où vraiment, maman était famille d'accueil, en fait, ça coïncide avec moi, mes études, au lycée et j'étais en internat, D'accord. pour l'art appliqué, parce que c'était mon choix de faire art appliqué. Donc je vivais pas au quotidien avec les jeunes, et j'avais plaisir à les retrouver le week-end, les vacances et cetera. Sachant que mes parents étaient séparés, donc tu vois, la moitié des week-ends et des vacances, j'étais chez mon père. D'accord. Mais c'était des super moments. Alors, je sais pas si moi, je pense que j'ai jamais parlé de ma maladie à ces jeunes, D'accord. qu'on accueillait, mais je pense que maman et son ex-beau-père en parlaient et ils avaient une posture de protection envers ma sœur et moi, même sans maladie, hein. Mais c'était des jeunes, mais incroyables, alors que c'était des gros caïds, hein, des durs, tu vois? Je dirais pas ce qu'ils ont fait, mais voilà, des caïds qui sortaient de foyers, qui sortaient d'autres familles d'accueil, qui avaient fait des choses absolument dramatiques ou graves pour certains. Voilà, que le juge, voulait pas placer, dans des espèces de prisons de jeunes là, mais qui plaçait chez nous et nous, on avait, 4 ou 5 hectares de ferme en fait, avec plusieurs bâtiments, tous les animaux de la ferme. Et les jeunes qui, pour certains, ne savaient pas lire, pas écrire, qui se douchaient pas pour certains, qui mangeaient pas, enfin qui se droguaient, enfin on avait un peu tous les cas, hein. Hem, on en accueillait maximum 5 donc au quotidien et puis pendant les week-ends et les vacances, ça pouvait monter à une vingtaine, de jeunes Ah et en fait, on leur proposait, bah, tu vois, d'aller prendre soin des chevaux, d'aller prendre soin, des animaux de la ferme, en fait, de trouver un sens à la vie autrement, puisque quand tu es en position d'échec, scolaire, social et cetera, la société te renvoie que ça, que cette image d'échec, que, tu es un nul, tu y arriveras jamais, de toute façon, ça y est, c'est foutu. Un peu comme le début d'une maladie, hein, d'ailleurs, comme ce que ça fait oui, un peu une le fois que tu te parallèle. vois, c'est fini, quoi. Ouais, exactement et en Ouais. fait, quand tu retisses un lien de confiance, alors il ne s'agit pas de donner la confiance tout de suite à ces gens-là, mais voilà, tu leur dis en tout cas: «On peut vous redonner confiance, on peut, voilà, peut-être, te laisser ressortir un petit peu, te donner confiance. Bon, bah, pendant 2 jours, tu t'occupes de ces animaux-là». Leur redonner un rôle petit à petit, ça les réinsère
dans la vie, dans la société. Et puis, maintenant, on en a à l'époque, il y en a qui avaient repris les études, etc. Et puis, maintenant, il y en a, ils ont une famille, ils sont heureux, ils ont un travail, etc. Il y en a d'autres qui ont poursuivi leur parcours d'échec parce qu'il faut aussi vouloir changer. Et tu peux pas agir à la place des autres. Mm. Donc, il y en a malheureusement pour qui ça n'a pas fonctionné, mais on a la plupart plein de grands frères et de grandes sœurs. Et avec ma sœur, voilà, c'est le bonheur d'avoir ces gens autour de nous et d'avoir vu que notre vie de l'époque les a aidés à retrouver un équilibre. C'est le bonheur. Et franchement, le rôle des familles d'accueil est incroyable. C'est incroyable. Enfin, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui peuvent pas grandir dans leur famille, soit pour raison de handicap de leurs parents, soit pour raisons diverses et variées, hein, alcoolisme, drogue, violence, soit pour décès aussi. Malheureusement, il y a des enfants voilà, qui sont abandonnés par ça, par des décès. Et c'est beau. Ouais, c'est des beaux parcours de vie. Ah, je suis très émue parce que tu racontes, je sais pas trop Ah, pourquoi, moi, j'ai des super souvenirs. Enfin, les franchement, notions. s'ils entendent ce podcast, enfin, voilà, c'est des gens qui font partie de notre famille. Et d'ailleurs, euh, un des jeunes, Geoffrey, à ses 30 ans, il y a quelques années, il me présentait à tout le monde comme sa sœur. Et tout le monde me disait, mais je croyais qu'il n'avait qu'une sœur, parce qu'il y avait effectivement sa vraie sœur. Et je dis, oui, c'est un peu particulier, mais je suis sa sœur de cœur. Et oui, voilà, enfin, Ah, c'est beau. je comprends mieux parce que là, dans le podcast, on t'entendra et on ne te verra pas, même si on verra les photos. Mais je comprends mieux d'où vient toute cette lumière que tu dégages. C'est incroyable. Juste pour qu'on se rende compte aussi de toute cette générosité, c'est combien de jeunes qui sont passés du coup dans votre famille d'accueil Franchement, c'est dur de le dire. On en a accompagné 4-5. Geoffrey, c'est celui qu'on a accompagné le plus longtemps, pendant 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et après, les week-ends et les vacances, il y en avait qui venaient ponctuellement, mais on montait jusqu'à 20. Enfin, franchement, mais c'était une ambiance de folie, parce qu'on a appris à cuisiner en groupe. Enfin, tu vois, très vite, nous, on était toutes jeunes avec ma sœur encore plus. Et on devait pas cuisiner pour 4. Quand on apprenait à cuisiner en tant que môme, on devait cuisiner pour 20, 25, tu vois. Et puis en plus, mes parents étaient très ouverts parce qu'on avait un atelier peinture, un atelier sculpture, on avait un boulot d'homme, on avait un gymnase pour faire des rollers et tout ça. Bon, alors typiquement, moi, les rollers, j'en ai jamais fait, Bah oui, hein, c'est ça. mais voilà, enfin, plein de choses comme ça. Et du coup, on avait le droit d'amener plein de copains parce que du coup, on avait l'espace pour. Enfin, tu vois, c'était immense chez C'est nous. ça, c'est-à-dire que ces enfants, en fait, c'était pas juste la famille d'accueil et ses enfants, c'était vous, vos amis, votre famille et tous ces enfants. Enfin, c'était un village, quoi, quasi. C'était, ouais, exactement. On faisait le pain, on faisait le beurre, on faisait le fromage. Enfin, on faisait plein de choses. Et en fait, on a redonné goût à ces jeunes-là, que ce soit un week-end en vacances ou alors chez nous tout le temps. On leur redonnait la conscience de l'argent, la conscience du respect de la nature. Tu vois, si tu jettes tes déchets par terre, typiquement, les légumes, ils vont pas pousser après. Si tu renverses je sais pas quoi comme produit toxique non plus. Enfin voilà, on faisait des soirées feu de camp pendant des heures à chanter tous ensemble ou à dormir dans les hamacs dans la forêt. Il y en a certains, c'était des vrais trouillards, donc c'était drôle parce qu'avec ma soeur, on était habitués à dormir dans la forêt, dans un hamac. Mais quand tu as un domaine qui fait 5 hectares, s'il y a un truc dans la nuit, tu restes dans ton hamac, tu vois. Donc ouais, c'est des bons moments et ces gens-là, c'est beaucoup de bonheur qu'on leur a apporté et qui nous ont apporté en retour. C'est aussi ça, les familles d'accueil. C'est tu donnes de la bonne énergie, mais tu en reçois aussi beaucoup. Bah, écoute, vraiment, je suis très, très émue, très touchée, déjà parce que je trouve ça fantastique. Ça m'émeut beaucoup, je sais pas pourquoi ça m'émeut comme ça. Ah, il y Euh, aura des vocations, les familles d'accueil. Ils en recherchent beaucoup, hein, si vous c'est voulez ça. être famille d'accueil. Non, mais ça m'émeut à plusieurs titres. Déjà, premièrement, parce que ce que tu transmets est dingue, c'est d'une générosité exceptionnelle. Ah, t'es mignonne. Deux, moi, je me suis posé longtemps la question parce que, en fait, comme je suis restée très longtemps seule, j'avais pas encore rencontré mon mari, que j'avais une endométriose, qu'on m'avait dit que j'aurais pas d'enfant, etc. Je m'étais dit, bah voilà, est-ce que je ferais pas, est-ce que j'accueillerais pas des enfants, etc. Alors même en solo, je sais même pas si tu as le droit, mais bref, en tout cas, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête et c'est une question que je me pose pour après, quand mes enfants seront plus grands, etc. Donc peut-être que c'est ça ça vient réveiller ça chez moi, je sais pas. En tout cas, c'est d'une grande générosité et aussi ça me touche beaucoup parce que je te dis, il y a ce reportage qui est passé il y a peu de temps sur les dérives des familles d'accueil. Je pense J'ai que c'est pas vu, moi. important aussi de Mm. le dire. Je pense que tu vois, c'est important, mais du coup, ton témoignage est aussi important parce que ça montre
qu'il y ait une autre face. Et même si le podcast il n'y est pas dédié, déjà je pense que ça a aussi mis des graines peut-être en toi pour ce que tu vas créer plus tard. Et puis surtout, je pense que ça rend hommage aussi à ce qu'a pu faire ta maman et ce que vous avez vécu. Je pense que c'était vraiment important d'en parler. Donc je te remercie. Ouais, tout à fait. Et effectivement, il me semble que maintenant, les mamans ou les mamans, je ne sais pas s'il y a des papas solos, mais peuvent être familles d'accueil. Et en fait, il y a des agréments à avoir, hein, tout simplement, qu'on peut demander auprès de l'aide sociale à l'enfance. Et tu as une évaluation psychologique, tu as une évaluation de ton domicile aussi, est-ce qu'il Oui, peut bien sûr. recevoir des enfants, etc. Et ils en recherchent en permanence, malheureusement. Voilà, il y a de plus en plus d'enfants placés. Et on sait très bien que les foyers d'accueil sont quand même moins favorables pour le développement positif d'un jeune plutôt qu'une famille d'accueil. Et il y a des tout jeunes enfants qui sont placés. Il y en a, ils ont 4 ans, 5 ans, et qui font presque la vie entière dans une famille d'accueil. Donc voilà. Après, tu n'es pas parent de l'enfant. Ah Souvent, oui, il a non, quand non, bien même un sûr. parent, etc. Donc, faut trouver la bonne place, qui n'est pas Ouais. forcément toujours facile à faire. Il y a des moments où c'est dur, voilà, comme dans une vraie famille. Je pense qu'il y a des moments qui sont durs, surtout dans l'adolescence. Mais c'est merveilleux. Et puis de savoir que t'aides quelqu'un, enfin, je trouve que c'est beau comme image. Ouais, c'est incroyable. Ouais, en tout cas, vraiment, merci pour ce moment-là. Je trouve ça incroyable, vraiment. Ouf. Alors, on revient à ton déclic. Donc, que tu avais reçu cet email pour aider cette jeune fille polyhandicapée. Et voilà, explique-nous comment ça a été Oui. ton déclic et comment ça. Et donc, effectivement, j'ai fait la rencontre donc, de cette jeune fille, enfin femme d'ailleurs, puisqu'elle avait une trentaine d'années à l'époque, donc Lise, qui est polyhandicapée, qui a le syndrome de Rett, et sa maman, Mireille Malo, qui cherchait quelqu'un pour l'aider le week-end. Donc, on a été deux auxiliaires à être prises pour être alternées, Alizée et moi. Et en fait, sa maman, donc Mireille, qui est maintenant devenue ma maman de cœur, j'étais avec elle début de semaine, eh bien, elle est très, très investie dans le domaine du handicap, de l'inclusion sociale, professionnelle, culturelle des personnes qui ont une différence. Elle les appelle les personnes extraordinaires, mais pas extraordinaires en un mot, extraordinaires, c'est-à-dire plus qu'ordinaires, et je trouve ça magnifique. Et elle est présidente d'une association qui s'appelle l'Hippocampe et qui D'accord. œuvre pour les inclure dans la société grâce au court-métrage et grâce à la bande dessinée. Parce que quand tu vois une œuvre qui est projetée sur un grand écran au cinéma ou dans un livre, dans une bande dessinée, tu vois pas du tout la différence qu'il y a derrière. Et donc, elle rassemble des milliers de personnes, hein, sur ces événements. Et je la voyais bosser le week-end, voilà, parce que c'est une asso. Je la voyais bosser le week-end pendant que je m'occupais de sa fille. Et puis, on en a forcément parlé de plus en plus, etc. Et en fait, elle m'a fait prendre conscience. Et puis Lise aussi, qui était très, très handicapée, enfin qui est, parce qu'elle est encore là, elle a plus de 40 ans maintenant. Et bien, je me suis rendu compte que oser parler du handicap, oser le dire, en fait, c'était pouvoir transmettre aussi un témoignage positif aux autres. C'était aussi montrer sa singularité. Et moi, j'avais peur de la montrer, cette différence. Et en fait, Mireille, elle l'a valorisé, cette différence. Enfin, il la valorise encore maintenant. Donc, depuis plus de 10 ans, je suis bénévole dans l'Hippocampe. Voilà, enfin, j'ai continué toutes ces actions à ses côtés. Mais c'est vraiment ça le déclic qui m'a fait prendre conscience que, ouais, tu as un handicap, tu as une différence. Et alors? Et alors? On n'est pas des robots, on l'a dit tout à l'heure. On a tous une différence, d'une paire de lunettes, des cheveux différents, des yeux différents. On est petits, gros, moyens, enfin, on s'en fiche. Et alors, enfin, du coup, c'est merveilleux tout ce qu'elle communique autour de ça. Donc, je t'enverrai les liens si tu veux Oui, les bien sûr. Même partager. en retour. Mais voilà, c'était vraiment le déclic. Et après, Inch'Allah, la vie a continué derrière ça et j'ai osé en parler. Et je me suis fait reconnaître RQTH, donc reconnaissance en qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses qui ont bouleversé ma vie derrière. Mais c'est vraiment Lise et Mireille qui m'ont donné ce déclic. D'accord. Et donc, du coup, oui, donc bon, déjà, je salue ton engagement parce que tu étais jeune et que, encore une fois, c'est pas forcément évident. En plus, se confronter au handicap et des gens qui ont beaucoup de mal. euh, Pardon, je fais un parallèle avec moi parce que je m'en suis Bien rendu sûr. compte aussi. Moi, je pousse des enfants en fauteuil dans une association qui s'appelle Dune d'Espoir pour faire de la course. Ouais. J'ai croisé sur une course où je courais toute seule et où j'ai fait, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est génial. Et donc, voilà, c'est super assaut. Mais justement, les enfants, ils sont quand même très handicapés. Et tu vois, il y a des gens qui me disent, ah, c'est bien ce que tu fais. Alors, moi, je trouve pas ça bien, je trouve ça normal, tu vois, mais chacun son truc. Et, euh, et ils me disent, moi, je pourrais pas, tu vois parce que je ne saurais pas comment communiquer avec l'enfant. Parce que des fois, c'est des enfants qui n'ont pas le langage. Oui, Euh, elle n'a et, pas de langage. Ouais.
Voilà et du coup, j'entends aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sauraient pas faire, qui seraient mal à l'aise. Mais quelque part, plus on parle du handicap, plus on se mélange avec et qu'on accueille et qu'on intègre des personnes qui ont ce handicap, bah, moins c'est étrange et moins à l'âge adulte, tu as cette espèce de barrière qui fait que tu as du mal. Parce qu'en fait, des fois, tu as des gens qui veulent, mais ils n'y arrivent pas, tu vois? Parce qu'ils sont mal à l'aise. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment important justement d'en parler et bah, voilà, de faire en sorte que si tu veux, ces gens-là, ils restent pas entre soi, dans leurs associations. Parce que tu sais, du coup, le risque, c'est qu'après, ils se croisent jamais dans la société. Ouais. Euh, et donc voilà, franchement, Je enfin, pense que quand tu abordes une personne qui a un handicap lourd, alors il y a des handicaps qui sont, comment dire, certains, ils sont très visuels et oui, du coup, ça peut faire peur. Mais en fait, tu acceptes, tu te dis: «OK, bah, voilà, je suis pas à l'aise». Tu reconnais, enfin, il faut c'est reconnaître son ça. état, je suis pas à l'aise, mais c'est pas ça qui fait que, enfin, il faut se dire, bah, si tu vas vers l'autre, même s'il est, polyhandicapé, même s'il y a des choses qui sont assez traumatisantes parfois dans son apparence physique, hem, on est des êtres humains, donc si tu vas avec bienveillance, si tu vas avec douceur, avec un sourire, mais pas le sourire moqueur, le sourire, voilà, Oui. bienveillant, eh bien, l'autre va te recevoir et moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est: «N'agis pas à la place de la personne handicapée, demande-lui». Parce que Mm. souvent on dit, «Ah bah, je vais te» quelqu'un qui a par exemple, des bras paralysés: «Ah bah, je vais te mettre ton écharpe». Mais est-ce qu'elle voulait son écharpe? Enfin, voilà, j'ai rencontré une journaliste qui est en fauteuil roulant, Clara et à chaque fois qu'on déjeune ensemble, des fois, c'est vrai que j'ai envie de lui dire, «Bah, tu veux que je mette la serviette sur toi?» ou «Tu veux?» tu vois? Et presque je le ferais comme un enfant, mais en fait les personnes handicapées, ce sont pas des enfants, il faut demander et bien souvent, bon alors on peut faire des erreurs de langage, tu vois? En disant, «Tu vu ça?» à quelqu'un qui est aveugle. Alors ça, combien de fois je l'ai fait? Bon, bah, au bout d'un moment, tu rigoles et tu te dis: «Oh, Oui. je suis désolée». Enfin voilà, souvent ils le prennent pas mal en plus, parce qu'ils ont l'habitude. Mais voilà, oser. Moi, je sais que, bah, en travaillant à Paris, je vois souvent des personnes lourdement handicapées dans les transports, pas forcément en fauteuil parce que c'est pas adapté, mais Ouais. tu vois des gens qui boitent, qui ont la jambe qui déraille un peu ou des Oui, personnes oui, c'est ça. aveugles et C'est ben, je ça. m'approche à côté d'elles Ouais, c'est et je ça. leur dis: «Est-ce que vous avez besoin d'aide?» Je Oui, vais c'est pas ça. leur tenir le bras pour les faire avancer, ils ont peut-être pas besoin, mais Oui. peut-être que oui. Donc Mm. c'est cette approche plutôt à avoir. Ouais, C'est génial. vrai que je l'ai appris au fur et à mesure du temps. Mmh. Non, mais franchement, c'est d'une valeur, c'est incroyable ce que tu nous partages. Franchement, merci beaucoup encore une fois parce que ça fait peur parfois. Et Non, mais d'ailleurs, clairement et c'est normal, hein, tant qu'on n'est pas habitué ou que et même moi encore maintenant qui ai vu plein de situations de handicap, c'est normal de pas être toujours à l'aise et c'est humain et tu es humaine, je suis humaine, on est tous humains donc voilà. et ça me fait penser, tu vois, à Stéphanie Gâteau de Andy Road, que tu dois connaître, et justement qui explique toujours cette ambivalence entre, bah, voilà, comme tu dis, vouloir aider sans faire à la place d'eux, mais en même temps, accepter que le handicap fait partie de la société et qu'en fait, on est tous ensemble et on est pas à côté les uns des autres, on est voilà et une phrase aussi que j'avais retenue, d'un de docteur qui disait je ne suis pas différent de toi, je suis différent comme toi. Parce que tu vois, Oui, tu dis on est tous humains, mais il y a des personnes qui ont des handicaps plus ou moins lourds, mais tu as aussi des personnes qui n'ont pas de handicap type une maladie, mais qui vont avoir un handicap psychologique, je ne sais pas, il y a un traumatisme par exemple, et qui vont être impactés au quotidien, presque plus parfois que certaines personnes qui ont un handicap, par exemple physique, qui vont avoir déployé tellement de résilience qu'au final, elles vont te dire non, mais moi, je vis très bien comme ça et ça me va, tu vois. Donc, je pense que tu as raison, chacun est humain, peut-être reconnaître si on a des difficultés avec ça, mais tu vois, de parler des aidants, d'avoir pu être auxiliaire aidante et tout ça, enfin, c'est énormément de valeur. Je te remercie beaucoup. Et du coup, ensuite, donc, tu as fait ta formation de psychologue et comment oui. tu arrives à ProAdapt alors? Ah! Alors j'y arrive progressivement donc depuis 2014, je suis psychologue et du travail et psychologue, RH, enfin voilà dans des associations, dans des entreprises diverses et variées. Actuellement, je suis toujours en poste en tant que RH, chez EDF et à côté de ça, donc autour de mes 25 ans, donc au moment de l'embauche chez EDF d'ailleurs, eh bien, j'en avais marre de moi, marre de mon corps parce que, je le maîtrisais pas du tout, je faisais pas de sport. J'avais fait des tentatives pour aller, dans des salles de sport, pour, commencer à tu vois,
agir pour mon bien-être. Et à chaque fois, on me disait: «Ah, avec tes pathologies, là, on prend pas le risque, tu vois? Hein, surtout Ah, surtout pas de risque». Les médecins me disaient: «Non, mais quand même, force pas, fais» enfin, tu vois? Ils me recommandaient pas l'activité physique. Et à mes 25 ans, j'en ai eu vraiment marre parce que quand tu manges des tartiflettes, que, je me privais en fait, tu vois, d'un brunch, avec des croissants et tout ça pour, pas grossir de trop, enfin voilà, j'en avais marre et j'ai contacté un ami, qui était sur les bancs de la fac avec moi en psycho, mais qui avait arrêté la psycho et qui avait fait STAPS, donc filière, sportive, mais spécialisée handicap, santé, et cetera. génial, je savais Et même je pas lui ai que ça dit: «Eh» existait. C'est hein? super. Je savais même pas que ça existait, c'est top. Et bah, peu de gens le savent, mais effectivement, enfin, sa filière, donc ce qui s'appelle enseignant en activité physique adaptée santé, ce n'est pas pour devenir, prof de sport, ni coach, ni quoi que ce soit. C'est pour vraiment proposer de l'activité physique à des gens qui ont des fragilités de santé. On va dire ça, mais ça peut être de l'obésité, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut même être pour les femmes enceintes, enfin, tu vois? C'est vraiment très, très large et j'ai dit: «Eh ben, Angers, toi, tu t'occupes des personnes, en situation de handicap, mais tu peux pas me faire un truc?» Donc je sais même pas s'ils savaient à l'époque que j'avais un handicap parce qu'ils connaissaient rien de mes manifestations, de mes Ouais. troubles et cetera et il est venu un soir chez moi, il m'a gribouillé quelques mouvements, sur un coin de page parce qu'il était encore, en études, je crois, de mémoire à cette époque-là et j'ai fait ces mouvements. Alors c'était dur, hein. Ça fait partie des questions souvent que j'ai, mais comment tu t'es mis à enfin, tu as pris cette habitude? Bah, clairement, au début, c'était dur de se mettre une habitude de faire 3 fois par semaine de l'activité physique, même si c'était que 10 minutes. Donc je connais le fonctionnement, cérébral, donc quand tu es pas trop motivé, bah, en fait, prends pas le temps de réfléchir. C'est ça le secret, prends pas le temps de réfléchir. Donc tu Ouais. mets ta tenue de sport au pied de ton lit le matin plutôt que t'habiller en peignoir, tu t'habilles en tenue de sport, pouf, tu fais au moins, 5-10 minutes d'étirement et en fait, petit à petit, ton corps va te demander parce que ça fait un bien fou. Donc voilà, c'est des habitudes que j'ai pris, donc il y a plus de 5 ans maintenant et ma vie a changé. J'ai eu beaucoup moins de douleurs, j'ai arrêté les traitements, donc il y a pas de traitement de fond en soi pour ma Oui, maladie. on a oublié de dire ça. Maladie, Ouais. C'est tu fais avec. heu je fais avec, mais j'avais des traitements très forts, des anti-inflammatoires très forts, de l'opium, enfin des choses, pour compenser les crises avec tout ce que je fais à côté, hein, mais voilà, j'avais des traitements forts, Oui, réguliers. alors, des traitements forts avec tous les inconvénients digestifs, potentiels, alimentaires que ça peut créer d'ailleurs. Ah oui, tout à fait, ouais. Les autres répercussions, ouais, exactement et donc du coup maintenant, bah, j'ai presque plus de crises ou alors elles sont carrément plus légères qu'avant. J'ai retrouvé un peps, j'ai retrouvé, de la mobilité parce que mon bras, avant je pouvais pas lever, mon bras tout en haut. Il y avait plein de gestes que je pouvais pas faire. Par exemple, me brosser les dents avec ma main droite, c'était très difficile parce que 3 minutes, c'est long avec un bras qui va pas bien. Donc voilà, j'ai retrouvé plein de choses que je pouvais pas faire et puis l'amélioration du sommeil, l'amélioration de la qualité de vie. En fait, quand tu bouges, tu crées de l'hormone du bien-être, tu Mmh. crées de l'hormone antidouleur, tu crées plein de choses positives dans ton cerveau et c'est le cerveau qui le fait tout seul, hein, c'est pas toi qui réfléchis à le faire. Et du coup, c'est vrai que c'est un cercle vertueux, un cercle positif où tu te sens mieux dans ton corps, tu te sens mieux dans ta tête, donc forcément, il y a plein de choses qui se déverrouillent derrière et quand j'ai vu que ça marchait sur moi, j'ai rappelé Béranger, j'ai dit: «Béranger, faut qu'on aide toutes les personnes qui vont pas bien». Il m'a dit: «Comment ça? Qu'est-ce que tu as, Dora?» Parce que le Béranger, c'est quelqu'un de très introverti, tu vois? Je pense qu'à la base, il y a une semaine, je lui ai dit: «Au fait, tu voulais une vie toute calme, hein, c'est ça?» C'est foutu avec moi comme ami et du coup, j'ai dit: «Chiche, on sort un truc pour aider, le maximum de personnes qui vont pas bien, qui souffrent de leur corps et qui, sont, soit abandonnées par tout ce qui est, domaine sportif, Ouais. Ah oui. parce que voilà, ils veulent pas, parce qu'on parle du parasport, mais voilà, tout le monde ne peut pas forcément se déplacer jusqu'au parasport. Oui? Non, mais tu touches un point qui est énorme, dont je parlais justement encore hier avec une prof de yoga dédiée justement. C'est, on n'est pas obligé quand on veut parler justement d'un sport adapté, d'aller dans le paralympique. Tu vois ce que Ah je veux bah dire? non. Dans le parasport et je trouve que ça, c'est encore une fois mettre les gens dans des cases. Tu vois? Tu as les valides et les invalides. Bah non, en fait, tu as aussi, des gens qui sont entre les 2. Et le problème, c'est que du coup, eux, on leur refuse le sport, bah, entre guillemets «valide» parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Pour autant, on va dire, bah, qu'ils ont pas un handicap suffisant pour aller dans du parasport, par exemple, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, il y a des comme que ce soit des associations, des groupes et cetera qui sont censés être là, pour t'aider. Bon, bah, il y a toujours des histoires de politique, il y a toujours, voilà, c'est pas toujours, tout n'est pas toujours rose, même quand on en l'aide. Ça, c'est aussi des choses que j'ai découvertes que je trouve un peu dommage, mais bref, faut le savoir. Donc, il y a des gens qui se retrouvent dans cette zone grise. Et justement, pouvoir dire qu'il y a des gens qui se spécialisent pour faire du sport adapté
comme tu disais justement, qui sont refusés par exemple par des clubs de sport ou des fédérations, ce qu'on peut comprendre quelque part, parce qu'on, voilà, bon, j'imagine il Ils y a sont des... entre deux, ouais. Voilà. Et donc c'est génial de parler de ça. Et comment on appelle ça? On appelle ça du coup une pratique de sport adaptée? Comment, Alors, Béranger et tous les enseignants en activité physique adaptée santé, ils n'aiment pas le terme sport. d'accord. Donc, tout ce qui est Adapté, parasport, sport santé, tous ces trucs-là, sport adapté, activité physique adaptée. voilà, on parle d'activité physique adaptée parce que dans le sport, tu as la notion de performance et de compétition. D'accord. Envers toi-même, la compétition, envers les autres, toujours faire mieux, courir plus vite, courir plus longtemps, tu vois, toujours te dépasser. Et quand tu as un handicap ou un problème de poids ou un problème lié à l'âge, peu importe ta situation de santé un peu spécifique, mais des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. Et donc, tu vas pas aller chercher la performance, tu vas juste aller chercher des mouvements qui vont justement, ce que je disais tout à l'heure, générer des hormones dans le cerveau, bien-être, antidouleur, etc. Tu vas aller travailler des objectifs personnels qui peuvent être l'autonomie, l'amplitude des mouvements, le poids, enfin plein d'objectifs qui peuvent être vraiment personnels. Et c'est en ça que c'est différent de tout ce qui est sport. Donc, en plus, ils ont vraiment un domaine d'études très particulier qui est en train de se développer de plus en plus. Et d'ailleurs, maintenant, là, quand ton médecin te prescrit une séance d'activité physique adaptée auprès d'un professionnel, ça peut être remboursé par certaines mutuelles. C'est encore très, très peu connu, mais c'est un domaine qui est en train de se développer. Et effectivement, en complément de ce que tu disais, des fois, on ne rentre pas dans la case pour faire du parasport C'est ça. ou des fois, tu sais, quand tu as une différence, ton estime de toi, tu n'as pas envie que les autres te regardent faire du sport ou de l'activité physique. Tu n'as pas envie, t'oses pas te déplacer. Tu peux être isolé géographiquement, isolé psychologiquement. Oui. Et il y a toute cette notion-là aussi où des fois, tu vas pas aller dans le club de sport ou de club parasport parce que, parce que voilà, t'oses pas, parce que t'es pas bien dans ta peau. Enfin voilà, et tu as le droit de pas être bien dans ta peau quand tu as une différence. Donc c'est toutes ces personnes-là qu'on veut aider. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans la création de ProAdapt en février 2020. Et c'est une longue aventure. La création d'une entreprise bienveillante, éthique, sans recherche forcément de gains financiers. Tu vois, on n'est pas du tout sur les entreprises habituelles, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires. Et en plus, j'ai eu l'idée d'une innovation digitale pour créer semi-automatiquement les parcours d'activité physique en fonction d'un check-up des capacités de chacun digital. Et en fait, je me suis lancée dans un truc. J'ai eu l'idée, mais Une waouh! IA? Tu as développé une IA, une intelligence artificielle? Oui, mais moi, je sais pas faire. J'ai eu l'idée parce qu'en fait, mon premier job, c'était dans les statistiques de haut niveau, RH dans les statistiques de haut niveau. Et donc, j'ai un peu entreaperçu ce qui était possible en IA. D'accord. Et, et là, moi, j'ai eu l'idée. Donc, on a gagné des appels à projets quand j'ai eu l'idée pour voir que c'était possible. Donc, on a été maillé avec l'Attitude Tech for Good et Central Sup qui ont mis 3 étudiantes à disposition sur notre projet. Et les nanettes, elles étaient géniales. Je les remercie sincèrement parce qu'elles m'ont prouvé que mon idée était réalisable et que c'était Ah, une idée très farfelue, mais réalisable et que ça pouvait aider des gens. Donc, depuis, on continue à développer les algorithmes, etc. et à fiabiliser tout ça avant que alors, ça attends, sorte excuse-moi, parce officiellement. que moi, ça me parle parce que forcément, je suis dedans, Femtech Innovation et tout, donc je comprends bien, mais pour que les gens qui ne sont pas du tout dedans, ils comprennent exactement. Alors, exactement, pour Quand, l'instant, c'est pas encore sorti pour non, adapter non, officiellement, mais quand toi, tu as mais pitché à tes étudiantes, quand tu as pitché à tes étudiantes ce que tu voulais, ton idée farfelue, c'était quoi? que les personnes qui ont des soucis de santé remplissent un questionnaire santé, enfin un check-up capacité en ligne. Donc, en fait, c'est pas, pas forcément, on va pas cibler toutes leurs maladies, etc. Mais c'est voilà, comment vous allez aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Donc, concrètement, est-ce que vous pouvez tourner la tête vers le mur à gauche complètement ou pas? Est-ce que ça vous fait mal? Donc, c'est des choses, c'est un check-up vraiment très basico-basique, mais très complet. Et suite à ça, on a créé des bases de données de mouvement où on a chiffré, en fonction des capacités de chacun, on a mis oui ou non tous les mouvements. Enfin, voilà, on a tout catégorisé. Et il y a un algorithme qui tourne pour associer, en fonction des réponses au questionnaire santé, des mouvements, donc pour l'échauffement, l'étirement, enfin, toutes les catégories, le cardio, etc. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait faire du cardio sur chaise. Je ne savais même pas que tu pouvais faire du cardio dans ton lit. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont absolument incroyables. Et donc, ça propose des mouvements sur mesure en fonction des capacités de la personne. Et je ne voulais pas que ce soit totalement automatisé puisqu'on parle de santé, on parle d'être humain. Donc, je voulais quand même qu'il y ait l'intervention d'un professionnel expert du domaine pour valider et puis valider la correspondance et que ce soit qu'il y ait une intervention humaine, voilà, que ce soit
garanti, que les bienfaits soient garantis. Et ensuite, il y a un deuxième algorithme qui tourne pour illustrer les mouvements en vidéo, en photo, en texte, lisible aussi normalement pour les personnes en situation de handicap visuel. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu, en fonction du parcours qui a été conçu par le professionnel et l'algorithme. Ouais, c'est Donc génial. Et du coup, c'est quelque chose de très automatisé. les pros de santé, du coup, comment tu les... Tu as une sorte de base de pros de santé qui peuvent ensuite vérifier chaque parcours qui sort de l'intelligence, enfin, de ton... Exactement, et ils ont des spécialités, par exemple obésité, par exemple, capacité respiratoire, enfin voilà, ce sont des professionnels qui sortent de ce fameux diplôme-là, comme Béranger, enseignant en activité physique adaptée santé, et qui sont spécialisés dans des domaines. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un en ligne, par exemple, fait son check-up, si par exemple, imaginons c'est quelqu'un qui est en situation d'obésité et que du coup la personne, ton professionnel qui a fait STAPS avec la spécificité, il reçoit quoi? Une sorte de notification pour checker le parcours? Exactement. D'accord. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait, c'est ça. Et alors là, c'est en cours de finalisation, hein. ProAdapt, on a des appels à projets en cours, on est nominé au trophée HUB, enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. On a mis 3 ans à construire cette développement tech et la communauté bienveillante de ProAdapt, puisqu'on mène ça à côté de nos emplois et comme je l'ai dit, enfin voilà, on ne cherche pas du tout, à avoir de l'argent, on cherche à aider les gens pour qu'ils retrouvent un état de bien-être. Donc tous les mois, depuis, presque 3 ans, on a offert des parcours d'activité physique, sur des concours, sur notre page Instagram et Facebook, et tous les mois, on a aidé des gens et on a vu leur transformation être franchement des fois plus incroyable que la mienne. Mais des histoires de vie, mais transformées parce que c'est des gens Ah, qui sont en errance médicale ou qui sont meurtris par la douleur physique, mentale, et cetera, et qui retrouvent des capacités, qui reprennent conscience. Il y a une phrase où il y a une personne qui m'a dit: «Mais je reprends conscience de ce que c'est que de vivre», et en fait, c'est ça, reprendre conscience de tes capacités physiques et du coup aussi mentales. Et il y a des personnes qui se réinsèrent dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, qui retrouvent des projets. Parce que quand tu vas pas bien physiquement et du coup mentalement, bah, tu as envie de rien, tu es au fond de ton lit, tu es en arrêt maladie ou tu es en invalidité ou peu importe, et c'est dur quoi, et la société t'aide pas forcément à retrouver foi en toi, et du coup, c'est ça ProAdapt. Donc concrètement, en termes de tarifs, notre premier parcours sera à 39 €, le parcours sur mesure, disponible 1 an dans l'espace personnel. Donc c'est pas un parcours qui change, sur une année. Alors il y a d'autres, parcours qui peuvent être évolutifs, mais le premier il est à 39 €. Donc c'est un prix à rien du tout. Enfin, tu vois, c'est vraiment, pour dire: «Je m'investis pour ma santé, je vais le réaliser». Si c'est gratuit, souvent les gens ne le font pas correctement ou le font moins. Donc je m'investis pour ma santé, mais voilà, c'est des choses que les gens peuvent faire évoluer avec, des amplitudes de mouvements différents, des répétitions différentes, et cetera, et on veut vraiment les aider et ça marche. Enfin, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il y a 2 personnes qu'on a accompagnées grâce au concours, Katie et Cindy, qu'on a intégrées à l'entreprise pour faire partie du comité de suivi. On l'a pas annoncé encore officiellement sur les réseaux, mais faire partie du comité de suivi d'action éthique pour être sûr que ProAdapt garde sa lignée éthique, bienveillante, voilà. Donc c'est vraiment ça ProAdapt. franchement, bravo, parce que pour être moi-même entrepreneur et avoir exactement la même mission que toi, mais version plutôt, bah, voilà, parcours avec des cicatrices, convalescence, et cetera. Mais on a exactement la même mission voilà, de justement permettre aux personnes de se réinsérer dans leur vie sociale, dans leur vie professionnelle. Enfin, c'est fou, quoi. Et du coup, bah, franchement, je peux vous dire, enfin, quand vous écouterez cet épisode, que ce que tu fais, c'est juste incroyable. Réussir à faire tout ça, alors que tu as déjà un taf, d'avoir fait à côté, d'en plus pouvoir faire, c'est quelque part des pro bono case, franchement, c'est d'une générosité dingue et ça a un impact monstrueux. Enfin, c'est génial. Franchement, je Mais moi, j'en ai pleuré, hein, quand, au début, il y a une personne qu'on a accompagnée, dont je ne vais pas dire de prénom pour garder l'anonymat sur les situations de santé, mais une personne qu'on a accompagnée qui était, alitée, une quarantaine d'années, vie foutue, tu sais pas pourquoi, tes jambes te portent plus. Elles sont pas paralysées, mais tes jambes te portent plus,
et vie complètement foutue. Et donc on a vu que c'était pas une paralysie, donc on l'a rééduquée dans le lit, puis sur chaise, enfin petit à petit, au fur et à mesure du temps. Et là, elle m'a envoyé une vidéo, j'étais en vacances en février 2021. Je me rappellerai toujours, sur mon WhatsApp, je reçois une vidéo, elle était en train de marcher dans la forêt avec son chien et j'en ai chialé de bonheur pour elle parce qu'elle pouvait plus sortir son chien, parce que voilà, il y avait plein de choses où ta vie est différente. Et maintenant, là, elle m'a dit: «Ah ça y est, j'ai trouvé un projet, je sais quel métier je veux faire et tout». Et en fait, c'est merveilleux, c'est des exemples merveilleux de vie, ouais. Ouais. Après, tu as le droit de retomber. C'est pas parce que tu vas Ah bien. oui, ça, je suis d'accord. Ça, c'est important de le dire aussi Oui, parce que oui, en fait, complètement. c'est ce qu'on appelle la résilience, mais c'est pas automatique, c'est comme les antibiotiques, et puis c'est pas pour toujours. C'est pas parce que tu vas bien ou que tu as un moment où tu vas mieux, que tu retrouves possession de ton corps et de ta tête et tout ça, que tu as pas des moments où un petite chose te fait retomber. Et du coup, ça, faut en avoir conscience. Alors, c'est pas que c'est jamais acquis pour toujours, c'est pas vrai. Même moi actuellement, tu vois, pourtant mon handicap, j'ai accepté, je le maîtrise et tout ça. Il y a après le chemin d'acceptation et de reprise, de confiance dans son corps et dans sa tête, eh bien, il peut y avoir des moments où ça va moins bien et c'est là où il faut avoir des personnes ressources autour, où il faut avoir, des choses qui, tu sais, te feront du bien. Et donc du coup, c'est normal de pas aller toujours bien, de retomber et après de se relever. C'est ça la vie, hein. On tombe et on se relève comme les enfants qui apprennent à marcher. Ouais, Ouais, non, mais c'est important de le dire parce que autant on dit tu as le droit d'aller mal, ça va passer, autant aussi il faut accepter que tu vas être bien, mais que peut-être il y aura un moins bien et que et que c'est pas pour autant, deuxième effet qui se coule, que tout que ce que t tu as mis en place pour aller mieux est perdu. C'est-à-dire c'est pas parce que tu te exactement. sens de nouveau mal que tu reviens à zéro. Non, pas du tout. Tu avances. C'est juste que bah, peut-être que tu fais une pause et puis voilà. Mais c'est hyper important de dire ça. Tu as complètement raison. Et il faut déculpabiliser autour de ça parce que la société, du Oui, moment que dans tu la vas mieux, elle te performance. dit, «Ah voilà, c'est ça, on va aller toujours plus loin et tout ça». Non, OK, on a le droit de faire des pauses, on a le droit, tu vois, d'aller un peu moins bien et de repartir après. Et alors, du coup, franchement, c'est fou. Et moi, je pense que je vais parler de toi dans mes réseaux justement autour de la santé de la femme et tout, parce que je trouve que ce que tu fais est incroyable. Je veux vraiment mettre ça en valeur au-delà même du podcast. Tu vas me faire rougir pour les Ah non, personnes qui mais ne vont pas pouvoir le voir, mais tu vas me faire rougir. si, si, c'est vrai. Franchement, c'est incroyable et ça me touche beaucoup pour plein de raisons. Et même, enfin, c'est un parcours fou. Juste qu'on comprenne bien ton parcours. Tu as passé ton diplôme de psychologue et Ouais, je suis ensuite, psychologue. donc tu es psychologue, mais en plus, tu bosses chez EDF, c'est ça? En fait, en psychologie, on a plusieurs filières. Ouais. On se spécialise en master 1, master 2 et moi, j'ai choisi la filière qui me paraissait être la plus terre à terre. Je suis quand même quelqu'un je suis créative, mais je suis quelqu'un de très terre à terre et j'ai choisi la filière, psychologie du travail. Donc à la fin de la psychologie, après 5 ans d'études, tu es diplômé de 2 choses. Un, de ton master, donc moi, je suis diplômée en master psychologie du travail, donc c'est à ce titre que je travaille chez EDF dans les ressources humaines. Mhm. Et deuxième diplôme que tu obtiens sous certaines conditions, c'est le titre de psychologue. Et là, qui n'a pas de variante en fonction de ta filière choisie. Et donc, je suis effectivement enregistrée à l'ARS, donc l'autorité régionale de santé, en tant que psychologue, et je travaille à côté chez EDF dans les ressources humaines. Donc, est-ce que tu fais aussi des consultations? Oui, tout à fait. Je fais des consultations. Alors, je me suis spécialisée. Bon, on va peut-être pas parler de tout dans ce podcast-là, mais Non, mais c'est pour te un présenter. burn-out. J'ai vécu un burn-out du tonnerre à force d'être hyper active et puis de justement penser que c'était acquis ma santé, tu vois, Mmh. Mmh. physique et mentale. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Je suis tombée sévère, sévère avec un burn-out. Et la personne qui m'a aidée à me relever, c'était une psychologue. Et ça a été très dur pour moi en tant que psychologue de retourner à l'âge adulte consulter une psychologue. C'était vraiment dur. Et en fait, elle pratiquait des techniques nord-américaines qui s'appellent l'EFT et la PNL. La Mmh. PNL, j'étais déjà un petit peu sensibilisée avec mes parents enfin, depuis plusieurs années. Et l'EFT aussi, ma mère en pratiquait, mais je lui riais au nez. J'étais méchante à ce sujet-là. J'y croyais pas du tout. Autant dans le magnétisme, j'y croyais, autant l'EFT, j'y croyais pas. Et cette personne m'a aidée, m'a sauvée grâce à ça. Donc, j'ai repris des études, des formations pour être spécialisée dans le dépassement des traumatismes, donc physiques, psychologiques, divers et variés, aussi burn-out, grâce à ces techniques nord-américaines. Donc, effectivement, je fais des consultations qui sont 100% en visio. Comme ça permet aux personnes d'être disponibles et de ne pas avoir de contraintes aussi de déplacement pour toutes les personnes qui peuvent être en situation de handicap divers et variés. Donc, d'accompagnement psychologique, mais plutôt, tu sais, moi, je vais pas analyser tes rêves, je vais pas analyser ton enfance. On va être plutôt dans comment tu vas maintenant et comment
quels sont tes projets, comment on peut y arriver, quels sont les traumatismes que tu as rencontrés qui te bloquent pour avancer, et donc comment on va avancer ensemble. Donc c'est quelques séances, il n'y a pas besoin c'est pas des thérapies de 15-20 ans, c'est une dizaine de séances maximum et on avance. Et ça fait un bien fou et il y a des bons résultats. Donc du coup, bah oui, c'est vrai, ça sera très intéressant plus tard, éventuellement de parler de burn-out. Après, je sais pas, est-ce que tu as écrit dessus quelque part un peu ou j'ai vu que tu en avais un petit peu parlé sur ta page Instagram, mais J'ai écrit un livre, mais qui est jamais sorti encore et j'aimerais bien un jour sortir, mais là, je mets mon énergie sur ProAdapt. Mais j'ai d'accord. écrit une méthode pour s'en sortir, que j'ai écrit au fur et à mesure où je vivais mon burn-out. Ah, Je sais c'est pas super. si un jour ça sortira, mais en Ouais, tout cas, j'ai voulu un jour aider les autres. Tu vois, je sais pas comment je fais, je suis toujours dans ce truc-là. Mon expérience peut aider un jour les autres, donc ouais, peut-être ça sortira un jour, hein, mais pour l'instant, j'ai pas écrit plus que ça. d'accord. Ouais, non, mais parce que, enfin bref, c'est passionnant. Du coup, donc, si on devait te décrire, donc tu es psychologue spécialisé en psychologie du travail chez EDF dans le secteur RH, psychologue en burn-out, enfin, Ouais, psychologue, à mon compte, voilà, dépassement des traumatismes, voilà, ce genre de détection choses. des traumatismes et notamment burn-out, etc. Et CEO de ProAdapt. Exactement, prof à la fac. Et founder. Et conférencière. Mais voilà, en ce moment, il faut que je lève un petit peu certaines activités, enfin que je lève le pied. Ouais. Et donc, du coup, je me concentre sur EDF, la psycho, et puis ProAdapt, surtout ProAdapt. Ok, bah dis donc, c'était vraiment. Non, mais je te jure, j'ai jamais pris autant de notes dans une. J'ai pris 4 pages de. Non, franchement, c'était passionnant. T'es une rencontre incroyable. Je suis tellement heureuse. Tu vois, chaque fois que je rencontre des femmes ou j'échange grâce à la page, le fait de. Pour ça, quand Wonder Woman est sélectionnée dans des trucs, pour moi, c'est toujours vraiment nos cicatrices font du chemin parce que c'est vraiment grâce à ça, en fait, qu'on se rencontre. Et donc, j'ai tellement de gratitude pour ça. Je suis très heureuse. Franchement, c'est une magnifique rencontre. Comme on avait dit qu'on n'allait pas faire trop long, mais que ça fait déjà 1h12, ouais, est-ce que tu veux nous partager? Alors, il y a des ressources que tu as citées que je mettrai dans les ressources de l'épisode. Est-ce que pour finir l'épisode, justement, on dit toujours, est-ce que tu veux partager un message en particulier? Est-ce qu'il y a des ressources que tu veux recommander? Alors, un message particulier, tu m'avais demandé de réfléchir à une petite conclusion et 3 conseils. Et en fait, moi, je n'ai pas de 3 conseils, j'ai juste vous êtes merveilleux ou merveilleuse, peu importe qui écoute le podcast. Parce que le vous, c'est on est tous différents. Enfin, le toi, le moi, le je, enfin voilà, on est tous différents. Le verbe être, c'est important de prendre conscience qu'on existe, qu'on a le droit d'exister, que les autres existent et ont le droit d'exister. Voilà. Et puis merveilleux, bah, je pense qu'on fait tous partie des 7 merveilles du monde. Enfin voilà, tu vois, il faut valoriser un peu nos différences et savoir qu'on est différent et c'est pas grave, l'accepter, avancer avec ça et en faire une force. Et le message que je veux faire passer, c'est que la fragilité, les bosses, les cicatrices, enfin, tu vois, les handicaps, qu'ils soient visibles ou pas, euh, bah, c'est des fois, il faut en prendre conscience et lever le grand rideau rouge, tu sais, comme au début des spectacles, et justement le mettre en avant, oser en parler. En fait, ça permet de démultiplier des choses qui sont absolument merveilleuses. C'est un nouveau chemin des possibles, une nouvelle voie des possibles. Et puis, ça permet aussi de sensibiliser de plus en plus la société sur ces différences qui sont encore tabous. À la télé, on en voit très peu des gens qui ont des différences. Dans les médias, on en voit peu. Donc voilà, c'est aussi contribuer. Alors, c'est une petite goutte, hein, mais dans un océan, petit à petit, ça aide à faire la société plus inclusive, avec plus de diversité, voilà, en tout genre. Donc ça, c'est important. Et en termes de ressources, ayez des personnes ressources autour de vous. C'est-à-dire, moi, j'ai appris avec l'expérience que je sais que maintenant, quand j'ai un moment de moins bien, eh ben, j'ai cette psychologue qui peut m'aider, j'ai une coach qui peut m'aider, j'ai tel médecin qui peut m'aider. En fait, je me suis construit mon propre environnement de ressources, médical, paramédical et aussi amical, familial, etc. Mais identifiez des personnes qui puissent vous aider assez rapidement pour pas vous laisser tout seul et pas broyer du noir tout seul. Parce que voilà, quand on va pas bien, on n'a pas le temps de chercher sur le répertoire qui on peut appeler. Il faut les savoir, enfin, connaître ces personnes ressources et voilà. Et puis sourire à la vie. Enfin, franchement, le sourire, ça fait plein de choses. Donc voilà. Ouais, c'est génial. Bah écoute, je peux être que 100% d'accord avec tout ça. En fait, c'est fou comme notre mission, est très similaire avec des cibles de personnes qu'on veut aider un petit peu différentes, quoique. Et du coup, tout ce que tu me dis me touche énormément. Franchement, merci. Mais en fait, j'ai même pas l'impression que ce soit une mission. Moi, c'est juste la vie. Enfin, tu vois,
J'ai Oui, un, oui. j'ai un peu l'impression que si je me dis que c'est ma mission, c'est que mes chevilles vont enfler, ou alors je vais avoir une cape de super-héros qui va arriver, je sais pas quoi. Ah, Mais ouais. c'est vraiment, Non, enfin, mission dans le sens, c'est le sens que tu veux donner à ta vie. ouais, c'est ça, c'est la vie Quand et tu c'est dis c'est ma difficile. mission de vie, moi je dis ça, c'est ma mission de vie, mais pas dans le sens mission super-héros, dans le sens c'est l'objectif et le sens que je vais donner à ma vie. Euh, Exactement. Mm. et c'est vrai que c'est vraiment, franchement, merci pour ton partage si fort, c'est incroyable. Si les personnes veulent t'écrire ou te retrouver, tu recommandes quel canal? Elles peuvent me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds presque à tout le monde. Normalement, je réponds à tout le monde, en tout cas pour l'instant. Et puis, donc, j'ai Instagram, j'ai Facebook, LinkedIn. Et sinon, via mon site internet de psychologie ou ProAdapt. Donc, ProAdapt n'est pas encore sorti officiellement. On finit la préparation là. Et on sortira ça, je pense, fin d'année, début d'année 2023 officiellement, avec une coop à Lulule de prévente pour que ce soit encore moins cher que moins cher, pour que ça aide le maximum de personnes. Génial. Ok, bah écoute, franchement, c'était formidable. Je te remercie 1000 fois. Merci à Et toi, c'était trop puis, chouette. on te On a dit. parlé de plein de choses que j'avais pas du tout anticipées, tu vois, Ouais, mais c'est c'était la beauté rigolo. de l'échange. C'est la beauté de l'échange. Grave, Et carrément. ouais, je te remercie vraiment 1000 fois. Et on se dit à très vite. À bientôt, merci. Et prenez soin de vous. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Si vous souhaitez témoigner vous-même ou suggérer le témoignage d'une femme résiliente que vous connaissez, contactez-moi sur Instagram Wounded Women officiel ou sur LinkedIn à mon profil Audrey Bouillet. Si vous aussi, vous pensez que ce sujet doit être porté haut et fort et connu de tous, alors mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela aidera le podcast à se faire connaître et donc aux femmes de trouver des réponses et à se sentir moins seules. N'oubliez pas que vous êtes forte et capable. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour ne rien rater des astuces, conseils et témoignages à venir, abonnez-vous. Bienvenue dans l'épisode. Et aujourd'hui, je vais recevoir Aurélie qui a un parcours du combattant, de la combattante contre son cancer des ovaires. C'est un cancer féminin dont on parle peu, on parle beaucoup du cancer du sein et c'est vrai qu'on parle assez peu du cancer des ovaires. Peut-être en avez-vous entendu parler. Eh bien, pour Aurélie, cette petite nuance, cette petite boule qu'elle a sentie, comme elle dit, cette petite nuance m'a sauvé la vie. C'est grâce à une petite autopalpation sur son ventre qu'elle a eu une alerte et qu'elle a consulté. Vraiment, cet épisode, comme toujours, est plein de douceur et de force à la fois. C'est assez incroyable. À la fois quand elle parle des 9 heures d'intervention qui lui ont permis de lui sauver la vie, des équipes qui sont occupées d'elle, et puis ensuite de l'après. De l'après, quand on enchaîne le parcours de soins et qu'on a du mal un peu à se retrouver soi-même avec ce fameux chemofog qu'on a, le brouillard lié au cancer qu'on a parfois après les chimios. Elle nous parle de tout ce parcours avec beaucoup de douceur et beaucoup de force et vraiment je la remercie parce que dans son parcours, Aurélie a dû porter une stomie pendant 6 mois, c'est-à-dire une poche dérivée de son intestin. Et c'est quelque chose qui est vraiment difficile, surtout quand on est comme elle et qu'on a à cœur de garder un corps féminin et sa féminité. Merci Aurélie de rappeler qu'il n'y a pas... la femme n'est pas liée à ses organes. Je te remercie de le rappeler pour toutes les femmes qui sont malades et qui, comme toi, n'ont plus leurs organes féminins, comme par exemple leur utérus, leurs ovaires ou leur poitrine, par exemple. Je te remercie pour ton témoignage et je vous souhaite une très belle écoute pendant cet épisode du parcours et de l'histoire d'Aurélie. Merci.